Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La plateforme GreenTech en finance qui décolle. Alex Stevens, CEO et cofondateur de Greenomy à Bruxelles. Dans l'industrie elle-même, donc, tu as les data providers qui chacun utilisait avant leur propre framework, leur propre méthodologie pour aboutir à des scores ESG. Aujourd'hui, ça commence à être standardisé sur base de cette législation et tout le monde va aboutir, on espère, au même résultat et éviter qu'il y ait des différences pour une même société, avoir plusieurs scores différents, ce qui mène à du greenwashing. Un Green Deal européen qui vise la neutralité carbone. Grâce à la mise en œuvre d'un pacte législatif, c'est dans ce contexte que cette start-up opère. En plein confinement, Alex et son équipe fraîchement constituée ont développé une plateforme pour permettre aux lenders, aux sociétés et aux investisseurs de s'équiper pour répondre aux exigences fixées par l'Europe dans le cadre de la taxonomie verte, de CSRD et de SFDR. Utiliser la technologie pour faciliter la mise en œuvre de cette législation, c'est le pari gagnant que Greenomy relève. Vous allez découvrir comment, partie d'un tableur Excel, la jeune pousse a su convaincre des clients de renom tels que la BPI et comment la plateforme a été mise en place. Greenomy permet à ses clients de produire de manière très efficace leur reporting extra-financier et leur retire ainsi une véritable épine du pied. Alex nous fait part de toutes les initiatives auxquelles lui et son équipe prennent part, les prix qu'ils gagnent, les partenariats qu'il signe, notamment avec le cabinet d'avocats Allen & Overy. Greenomy a su développer des relations avec différents écosystèmes en Europe, dont il nous parle au cours de cet épisode, notamment avec la Luxembourg House of FinTech ou encore au Royaume-Uni avec leur participation à la Digital Sandbox créée par la FCA. Nous parlons également sans embâche de leurs 2 levées de fonds, de leur développement à venir et bien entendu de greenwashing. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Alex. Bonjour. Merci beaucoup de ta dispo et sachant que tu vas prendre un avion dans quelques minutes, donc merci de te rendre disponible pour qu'on puisse enregistrer cet épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et je salue ceux qui nous écoutent en Australie. Alors bonjour, merci beaucoup Solène de me recevoir. Donc, je m'appelle Alex Stevens, je suis le CEO de Greenomy, une RegTech basée à Bruxelles. Alors à l'époque j'étais avocat, j'ai passé le barreau de New York, je travaillais à Londres et à New York et j'ai ensuite rejoint la Commission européenne, j'étais dans l'équipe FinTech et Finances durables et c'est là où j'ai découvert le monde de la durabilité, le monde de la FinTech et j'ai décidé ensuite de lancer Greenomy. Alors Greenomy, ça s'est lancé un peu en parallèle de ton job, c'est ce que tu m'expliquais avant qu'on enregistre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le tout début, comment l'idée est née et puis peut-être au travers de la réglementation européenne que tu nous dépeignes un petit peu ce paysage réglementaire pour qu'on comprenne un petit peu dans quoi vous vous inscrivez. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en Europe, il y a un nouveau pacte de législation en finances durables qui est composé de 3 grands actes. Il y a la taxonomie verte, le SFDR et le CSRD qui s'appliquent au secteur financier comme aux acteurs corporate. Et l'idée, c'est des milliers de pages de législation très technique. Et alors j'étais à mon bureau, j'ai commencé à lire tous ces documents et j'ai réalisé à quel point... T'étais obligé ou pas ? Ah oui. Alors, j'ai réalisé à quel point c'est très complexe et comment l'industrie aurait du mal à l'implémenter. Donc je me suis dit, utilisons la technologie pour faciliter l'implémentation de cette législation et après coup aussi à accélérer la transition climatique, puisque si on peut aider les acteurs financiers et corporate à faire un reporting non financier plus rapidement, le capital sera alloué également plus rapidement et la transition sera faite à temps. Et donc j'en ai discuté avec une série d'amis et on a ensemble commencé à développer un MVP. C'est parti d'un tableau Excel, un MVP qu'on a codé. On l'a testé avec quelques premiers acteurs économiques. Et ça ressemblait à quoi en fait ? Et en soi, en tout, on a répertorié 2500 data points. Et, c'est quoi pour toi des data points ? Alors, c'est une série d'informations financières, extra-financières que les corporates doivent reporter. Donc, c'est par exemple, tout est basé sur l'activité économique. Donc, tu prends par exemple la production d'hydrogène.
tu auras des critères spécifiques de seuil d'émissions CO2 et autres qui doivent être respectés pour être considérés comme durables. Et donc, en fonction de tes activités, en fonction de toutes tes entités au sein d'un groupe, d'une multinationale, ça demande des heures et des heures, des dizaines de personnes qui doivent contribuer en vue de créer ce reporting. Et donc, on a créé un outil où tu commences avec les activités. On dit tout de suite quels sont les critères qui s'appliquent à toi. Tu soumets ta réponse, tu as une série d'informations additionnelles pour dire quelle méthodologie appliquer, quels sont les outils externes qui peuvent t'aider. Et dès que ta réponse est soumise, on génère le rapport final avec le calcul. Et alors tu peux le partager avec toutes les parties tierces qui en auraient besoin. Est-ce que tu pourrais même, pour nous donner vraiment un scope général, nous expliquer quand même dans les grandes lignes l'origine de ce Green Deal, sans rentrer dans le détail des articles, mais qu'on puisse se rendre compte de ce que ça représente pour les sociétés d'une part et les investisseurs de l'autre? Très bien. Alors, le Green Deal, c'est un objectif politique d'atteindre la neutralité carbone en 2050 pour l'Union européenne. Et il y a une série de législations dans le secteur financier. Il y a donc ce trio. Donc on commence avec la taxonomie verte, qui est ce système de classification par activité, un peu comme un FRS pour le reporting financier. Oui. Le SFDR qui oblige les acteurs financiers à générer des rapports, à mesurer le niveau de durabilité de l'ensemble du portefeuille d'investissement. Et enfin, le CSRD qui oblige donc les émetteurs, les corporates, à générer leur rapport extra-financier de manière annuelle et aussi de manière sporadique à chaque émission de dette. Et donc, cette législation aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a standardisé le reporting extra-financier. On parle la langue commune partout en Europe. Et il y a un phénomène très intéressant, c'est qu'elle commence à être répliquée un peu partout dans le monde. Il y a d'autres pays qui commencent à suivre et il y a des similitudes qui s'établissent. Et quand tu dis les autres pays, c'est quoi? C'est les États-Unis, la Chine? Alors plus près de chez nous, post-Brexit, c'est déjà la Grande-Bretagne qui va lancer sa propre taxonomie très bientôt. Mais en Chine, qui est co-chair avec l'Union européenne de la plateforme internationale de finances durables, la Chine aura une taxonomie très très similaire à celle en Europe. Donc c'est un très bon signe en termes d'harmonisation internationale. Et c'est très important parce que on va aujourd'hui chercher du capital un peu partout dans le monde. Et si on parle tous la même langue commune, on va se faire comprendre plus facilement et le capital va être alloué là où c'est nécessaire. Et comment l'industrie, toi qui étais encore là-bas quand c'était balbutiant, et quand les premières directives, c'est des directives ou c'est des régulations. Les régulations sont sorties. Comment l'industrie a réagi et comment le marché s'est structuré? Parce qu'il y avait donc... Il y a des acteurs traditionnels, je pense toujours à MSCI, S&P, c'est un peu ceux qui me viennent à chaque fois à l'esprit, qui mettent à disposition énormément de données. Comment eux comment ont-ils répondu à cette nouvelle demande? Et puis, est-ce qu'il y a eu l'émergence de nouveaux acteurs et de quel ordre? Alors, il faut savoir que la législation elle-même, sur les plusieurs années où elle a été élaborée, et elle est toujours en phase d'élaboration, il y a énormément de participation du marché des différents acteurs, côté corporate, financier, qui travaillent ensemble à mettre en place ces critères et cette législation. Il n'y a pas toujours un accord qui est trouvé, mais on a déjà un début et ça va évoluer sur les prochaines années. Alors, dans l'industrie elle-même, donc, tu as les data providers qui chacun utilisait avant leur propre framework, leur propre méthodologie pour aboutir à des scores ESG. Aujourd'hui, ça commence à être standardisé sur base de cette législation. Et tout le monde va aboutir, on espère, au même résultat et éviter qu'il y ait des différences pour une même société, avoir plusieurs scores différents, ce qui mène à du greenwashing. Et donc, par la même occasion, puisqu'on pousse les sociétés, les émetteurs à faire le reporting, elles seront maintenant obligées elles-mêmes aboutir à un score final et de le partager. Donc l'information sera beaucoup plus précise, d'autant plus qu'il faut soumettre ça à un auditeur, ce qu'on appelle un limited assurance, ce qui va faire que le résultat sera plus précis et à nouveau éviter le greenwashing. Parfait. Alors les challenges principaux quand cette régulation est tombée, quels ont été les challenges principaux finalement de vos futurs clients? Quels étaient les problèmes peut-être aussi de compréhension de cette législation, mais également de systèmes qui n'étaient pas adéquats? Si tu pouvais nous en citer quelques-uns qui sont ressortis de vos entretiens préalables.
Alors, il faut savoir que c'est une législation très complexe. Il y a de nouveaux critères, des données qui n'ont jamais été mesurées au sein de l'entreprise. Et donc, elles ont du mal à appliquer ces nouvelles méthodologies. Mais c'est le début d'un nouveau paradigme sur les prochaines 30 années. Et donc, il y a une certaine assistance humaine qui est nécessaire et des adaptations d'infrastructures technologiques, de bases de données, de reporting, de partage de ces informations. Et donc, tout doit être construit. Et donc, il est estimé que le compliance cost sera de 2,1 milliards sur les prochaines 5 années, autant pour les corporates que pour les acteurs financiers. Et donc, c'est là où on a eu l'idée de ce modèle SaaS qui peut être répliqué, utilisé par tous les acteurs. Nous, on spécialise dans le développement d'une solution qui, à coût réduit, peut être appliquée par tous et tout le monde est connecté sur une même infrastructure. Parfait. Alors, tu parlais du greenwashing. Est-ce que tu pourrais finir, pour apporter encore plus de clarté, par nous dire comment les green bonds et les sustainable ETF s'inscrivent dans ce pacte, s'il te plaît ? Alors, à nouveau, côté Green Bond, tu as le nouveau framework du EU Green Bond qui doit s'aligner à la taxonomie. Là aussi, certaines difficultés où il faut bien comprendre si les use of proceeds seront dédiés à des projets alignés ou éligibles sous la taxonomie. Donc, l'émission n'a pas encore décollé, mais ça va suivre. Et ça permet à nouveau d'avoir un nouveau framework standardisé par rapport aux autres frameworks de l'époque qui étaient volontaires. Donc la clé ici, c'est de s'adapter et avec la standardisation, permettre à tout le monde de parler la même langue commune et ne pas mesurer la durabilité de 5 manières différentes, mais d'une manière unique. Ça, c'est pour les green bonds, mais par exemple, pour un ETF, c'est quoi les paramètres ? Comment est-ce qu'un investisseur peut se rendre compte de la transparence qui est donnée par l'émetteur de cet ETF ? Alors pour l'ETF, on va prendre l'ensemble des composants et pour chacun de ces composants, on va faire le screening taxonomique et faire l'agrégation de toutes les données. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir pris vraiment du temps pour nous expliquer tout ça. À partir du moment où vous avez lancé votre MVP, c'était quoi votre sweet spot ? Sur quel type de clients à quel type de clients vous avez commencé à vous adresser ? Et qu'est-ce que vous leur vendiez au final ? Alors, notre infrastructure est divisée sur 3 portails différents. Un portail pour corporate, pour générer le rapport non financier. Un portail pour investisseurs, pour donc mesurer l'aliment taxonomique et les données SFDR pour l'ensemble du portefeuille d'investissement. Et un portail lender pour mesurer ce qu'on appelle le green asset ratio de l'ensemble du portefeuille de prêt. Et donc, pour chacun de ces 3 portails, on est allé chez les 3 acteurs différents. Donc, que ce soit, on est allé chez des grands émetteurs pour présenter la législation, la complexité, la solution. On a donc un premier client qui l'a testé, qui a fait l'exercice manuellement. Ça leur a pris 7 jours avec la solution. Ça a pris 1 jour pour une entité. C'est dingue. Déjà, c'était qui ? Tu peux nous dire ? Alors, pas lui. On reste discret. Donc, mais c'était une grande société belge d'énergie, de production d'énergie. Okay. Et donc, c'était un très bon test pour valider le fait que notre solution leur permet de gagner du temps. Ouais. Ensuite, côté investisseur, alors là, je peux le mentionner, c'est BPI France, où, en tant que plus grand acteur private equity en France, on leur a permis donc, de screener leur portefeuille de prêts avec une série de sociétés de tests. Ouais. Et on est encore en pilote, on a prolongé le pilotage jusqu'en fin d'année. Ensuite, le lender portal. On a eu une série de banques, donc il y a eu un rapport qui est sorti en début d'année et on a contacté l'ensemble de ces banques qui ont contribué à ce rapport et on a montré cette plateforme et on a eu de très bons feedbacks, on l'a raffiné et aujourd'hui il y a une énorme popularité, c'est notre solution la plus populaire avec une dizaine de banques partout en Europe. Super. Qui sont en train de l'explorer et faire des pilotes et tester cette solution pour inviter tous leurs clients, donc corporate borrowers, à faire le screening et générer le score pour l'ensemble du portefeuille de prêt. Parfait, merci beaucoup. Alors, il y a un point que j'avais lu, je crois, dans un article de presse, c'est que vous avez été accompagné par Allen & Overy. Oui. Au départ, est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle mesure ce Fuse Innovation Hub vous a accompagné et quels ont été les fruits de cette collaboration ? Alors, le Fuse, c'est donc un accélérateur de Legal Tech, RegTech, au sein du cabinet d'avocats Allen & Overy à Londres.
Et les synergies se font sur plusieurs streams. Donc, par exemple, côté produit, on a montré la solution aux avocats qui, lors d'une émission d'obligation, vont générer des prospectus, une série de documentation. Donc, on a eu leur feedback en termes de comment le rapport doit être adapté et quelles solutions technologiques peuvent les aider. Mais aussi, d'un point de vue relation clientèle, ils présentent notre solution à l'ensemble de leurs clients, que ce soit des acteurs financiers ou corporate, un peu partout dans le monde. Donc c'est ça le grand avantage. En tant que cabinet international, ils nous montrent systématiquement dans chaque pays. Et aussi, ils ont un working group mondial pour l'ESG. Et on a le grand plaisir aujourd'hui aussi de travailler ensemble sur une solution basée sur la taxonomie britannique. Et on a eu le plaisir d'être intégré au sein du Digital Sandbox de la FCA. Top. En Grande-Bretagne. Donc on va travailler ensemble à cette fin. Alors tiens, la Sandbox, j'en avais parlé rapidement sur un épisode avec Checkout. Comment ça se passe quand tu es intégré dans cette Digital Sandbox ? Alors, tu passes des concours ou comment tu es sélectionné ? Tu postules, tu présentes le problème que tu essaies de solutionner, ton game plan, comment tu vas le faire, l'équipe, les partenaires, et ils te sélectionnent. Et ensuite, l'avantage de ce sandbox qui est digital, c'est que tu as accès à une série de données d'institutions publiques britanniques. Tu as une série d'autres acteurs qui sont prêts à t'aider, des ingénieurs, des data scientists, des régulateurs, un échange constant. Et aussi une certaine, d'un point de vue réputationnel, crédibilité. De crédibilité. Tu as d'autres sociétés qui sont prêtes à t'aider. C'est un sandbox. Donc l'idée, c'est de réunir une série d'acteurs et de travailler ensemble. Et donc là, on va commencer pour la Grande-Bretagne. Et on a vraiment hâte parce que on l'a fait en Union européenne. Maintenant, il faut le faire dans tous les autres pays qui adoptent leur propre taxonomie. Et à l'issue de cette période de test réel, qu'est-ce qui se passe ? Alors, tu le testes, tu crées la solution, tu la testes avec des clients. Et puis, si tout marche bien, alors tu peux la lancer en production et la commercialiser. Génial. Et vous avez besoin d'un agrément d'ailleurs ? Pas nécessairement. Okay. Ça dépend des pays aussi. D'accord. Et alors en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, non. Et en Europe ? Dans certains pays dont je mentionnerai, j'ai pas envie que le régulateur maintenant nous appelle et nous dise qu'il faut être régulé. Ok, ça marche. Alors quand on avait préparé cette discussion, tu m'avais dit aussi que tu avais beaucoup eu de support de l'écosystème luxembourgeois. Et c'est intéressant, c'est un épisode que j'ai traité, c'était le 10e épisode que j'avais fait où on avait parlé de cet écosystème. Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments vraiment concrets pour nous expliquer dans quelle mesure cet écosystème a contribué à votre développement ? Je te laisse poursuivre. Alors, au Luxembourg, qui a un excellent écosystème innovation fintech, notamment avec le Loft, ça nous a permis, d'abord, ils nous ont introduit auprès d'une série d'acteurs locaux, d'avoir leur feedback. Donc, c'était vraiment clé pour nous. On a participé à l'accélérateur Nadifin, organisé notamment par Middle Game Ventures, ce qui nous a aidé aussi en tant qu'entrepreneur à bien comprendre comment lever des fonds, pitcher, aller plus loin. Et ça, c'était juste avant notre première levée de fonds, donc ça nous a énormément aidé. Et une série de conférences qui, à nouveau, nous a généré beaucoup de publicité et un suivi continu. Donc, à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle, le Loft le publie sur ses réseaux sociaux. Ah oui, tiens, et j'aimerais aussi rajouter vis-à-vis du Luxembourg qu'on a eu le plaisir de gagner l'accélérateur Catapulte, ce qui nous a octroyé 50 000 € de subsides du ministère des Finances luxembourgeois, et qu'on va l'utiliser en vue de développer un pilote avec un des acteurs luxembourgeois dans le secteur de la finance durable. Donc à nouveau, une indication de comment l'écosystème luxembourgeois est très ouvert à l'innovation et aide les sociétés dans le secteur. Bien, alors si on parle de vos clients maintenant, vous avez des clients un peu partout en Europe finalement ? Oui, donc on a traduit la plateforme dans toutes les langues européennes aujourd'hui. Et on a des clients, comme cette semaine, le premier client maltais qui nous a contactés, un client en Croatie, en Estonie, sachant que notre core market, c'est la France et le Benelux. Oui. Et comment ils entendent parler de vous ? Alors, en France et dans le Benelux, tout a commencé avec le prix FinTech for Tomorrow qu'on avait gagné avec Paris Europlace.
Et là, des grands acteurs qui nous ont directement contactés. Et puis, on a commencé à gagner d'autres prix un peu partout dans d'autres pays. J'ai le grand plaisir que très récemment, on a gagné le G20 Tech Sprint pour la finance durable. Et donc, on est la première solution en Europe. Et on va aller au Singapore FinTech Festival pour défendre nos couleurs. Merci beaucoup. Et puis, par la suite, c'est aussi du digital marketing. Donc, on target systématiquement dans chaque pays les corporates, les banques, les investisseurs. Et on a maintenant créé un réseau de représentants locaux qui vont targeter des clients. On fait des démos et à bouche à oreille, ça nous génère de plus en plus de leads. Super, puis avec des clients comme BPI, j'imagine que ça va aider. Ça aide aussi avec des clients qui sont aussi placés dans plusieurs pays. Ça permet de distribuer l'awareness de notre solution un peu partout en Europe. Alors, il y a un des points que je trouve toujours intéressant quand on parle de ces clients B2B, mais vraiment institutions financières. À quel point les solutions qui sont développées sont customisables ou au contraire standardisées. Vous avez quelle approche et j'aimerais que tu nous parles peut-être aussi du business model que vous avez derrière. Donc, on a une approche hybride. Donc, ça veut dire que d'un côté, on a une solution standard, universelle, que tout le monde peut tout de suite se connecter et faire l'exercice sans devoir customiser. C'est notamment le cas pour les corporates. Ils se connectent à un système ERP et le reporting est fait ensuite manuellement, mais aussi automatiquement. Ça dépend des sections. Et côté investisseur, à nouveau, la solution, on se connecte, on insère les codes ISIN et on génère les scores. Mais enfin, côté institution de crédit, c'est là où il y a plus de customisation. Parce qu'on a donc codifié la législation, on a toute la logique et l'interface qui fonctionne. Après, il faut se connecter aux bases de données des prêts d'une banque, d'autres sources de données, contacter leur clientèle, faire des tests, être certain que le secret bancaire est respecté, en termes de sécurité, tout est bien implémenté. Et donc, en fonction du portail, des approches différentes, customisation ou utilisation directe. Et pour un établissement de crédit, le déploiement peut durer jusqu'à combien de temps ? Alors, sur base de nos premières expériences... Sachant que vous existez depuis un an, quoi. Ouais, donc, sur base de nos estimations avec nos premiers clients bancaires, alors là, ça dépend 3 à 6 mois et parfois... Ça va bien au-delà, c'est l'intégration de nouvelles législations liées également à ce pack. Et donc là, c'est des contrats de 1-2 ans en termes de customisation. Mais il n'empêche que la licence elle-même, ce n'est pas pour 1 an, c'est sur 3, 5, 10 ans. D'accord, donc le principe votre modèle de tarification, c'est une licence, c'est ça ? Exactement, donc comme modèle SaaS, une licence annuelle où on met à jour la plateforme sur base de toutes les nouvelles législations, de nouvelles features, le maintien technologique et la première année en one-off, la customisation. D'accord. Il n'y a pas de transposition en droit local, c'est correct ? Exact. Est-ce qu'il y a à considérer des éléments quand même locaux de quel ordre ? Alors, par exemple, en France, les émetteurs sont invités à publier leur rapport sur la plateforme ImpactGov. Okay. Et donc, dans certains pays, de plus en plus, il y a des plateformes de distribution de ces rapports qui sont mises en place. Parfait. Et dans le développement de votre outil, vous n'avez pas fait appel à des tiers, vous avez tout développé vous-même ? On a tout développé nous-mêmes au fur et à mesure. On était 3, puis 5, puis 10 et aujourd'hui une vingtaine. Okay. Et l'objectif est de passer à 50 dans les prochains mois. Top. Alors je sais que tu as un avion à prendre, on va pas trop tarder à clôturer l'épisode. J'aimerais quand même que tu nous parles de vos investisseurs, parce que vous avez fait une première levée et vous envisagez, vous avez clôturé une deuxième. Je ne sais pas si tu peux nous dévoiler des secrets. On a levé une première levée d'un peu moins d'1 million d'euros au début d'année, avec des business angels principalement en France, en Luxembourg et en Belgique. Aujourd'hui, on prépare et on va bientôt clôturer notre prochaine levée de plusieurs millions d'euros. Et l'objectif, c'est d'utiliser cette somme en vue de expandre nos sales, notre marketing un peu partout en Europe et aussi de développer notre produit. Donc l'idée, c'est d'automatiser beaucoup plus et surtout de développer un outil de transition. Donc utiliser les données pour guider les émetteurs, les fonds et les banques à améliorer leur score de durabilité sur le temps. Et comment ça va se présenter, c'est-à-dire concrètement ? Donc, concrètement, sur l'outil spécifiquement. Donc là, on est en train d'engager des data scientists qui prennent les données de nos premiers clients, prennent la législation et donc on fait un gap analysis entre la donnée et l'objectif de la commission. Et on va comparer l'émetteur avec les autres émetteurs dans le même secteur et sur les données historiques de cet émetteur.
et on va voir ceux qui sont best in class et qu'est-ce qu'ils font pour être best in class. Et on va alors générer des recommandations concrètes. Par exemple, production d'hydrogène. Pour améliorer votre score, adapter votre energy mix, installer ce type de filtre, etc., etc. Alors, l'équipe, tu disais que vous étiez une vingtaine, il y a principalement des data scientists. Est-ce qu'il y a une nécessité, j'imagine, je me trompe peut-être. Notamment. Oui. Est-ce qu'il y a une nécessité de connaître bien cette réglementation et d'avoir une certaine forme de culture générale quand on vous rejoint ? Alors, oui, donc c'est assez complexe. Il faut comprendre cette législation, mais elle est nouvelle pour tout le monde. Donc, on est assez agnostique. Donc, on a de très bons profils qui, au début, ne connaissaient rien de la finance durable et qui, au fur et à mesure, ont appris, on a partagé tout notre know-how avec eux. Mais on a dans l'équipe, la majorité, c'est donc des anciens qui ont de l'expertise dans le domaine et qui apportent leur savoir-faire. Mais puisque c'est une denrée rare, les experts en durabilité aujourd'hui, parce que tout le monde les cherche, c'est plus difficile d'en trouver. Mais en même temps, tu vois dans l'industrie qu'il y a de plus en plus de cours et de certificats spécialisés dans la finance durable qui aident à chacun à apprendre comment faire. Et c'est ce que tout le monde devrait faire. Parce que la durabilité, tout le monde devrait savoir comment le faire de manière professionnelle, dans sa vie privée. Et donc, c'est le début d'un nouveau paradigme, comme je disais avant. Est-ce que je peux te demander le mot de la fin avant une recommandation de bouquin, s'il te plaît ? Alors, le mot de la fin, c'est qu'on voit dans l'industrie aujourd'hui, il y a une série de green tech qui sont en train d'être mises en place. Il y a beaucoup d'investissements qui aussi se dirigent dans ce secteur. Je pense que tout le monde maintenant, avec le Covid, est sensibilisé à faire de l'impact et à changer les choses. Et donc, l'idée, c'est que nous... on se trouve pas comme étant des concurrents par rapport aux autres acteurs. On est en train de les contacter et on les pousse à travailler ensemble, que ce soit d'autres startups, green tech et autres. Donc on a déjà implémenté 5 dans notre offre. Okay. On va chercher des clients ensemble, mais aussi chez les acteurs établis. Et on réalise une certaine idée, une envie de collaborer, de travailler ensemble en vue de cet objectif noble. Et donc chacun gagne au final à travailler sur des solutions dans la durabilité, dans la finance durable. Donc on encourage à chacun, à tout nouveau entrepreneur d'avancer, d'y aller, de se lancer. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous pensez qu'il y a une certaine affinité avec ce qu'on fait, à potentiellement collaborer. Parfait. Alors, je sais que tu avais un livre top à nous recommander. Alors oui, c'est There is no Planet B par Mike Berners-Lee, qui est le frère du fondateur d'Internet, qui est également professeur de durabilité à l'université de Cambridge. Et c'est un livre qui se lit très facilement. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page. Et alors, il y a des anecdotes ou bien des statistiques, des recherches sur le réchauffement climatique et sur les solutions à apporter pour y remédier. Donc, There is no Planet B. Parfait, merci. Bon vol, à bientôt Alex. Merci, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!